Bonjour à tous. Je vais tenter de formuler 8 règles que toute personne qui réussit devrait connaître et suivre. La première est celle du temps gagné. Quand on a vraiment envie d'acheter quelque chose, par exemple en allant dans un magasin. Quand on consulte des boutiques en ligne, qu'on visite un concessionnaire automobile ou un marché, nos émotions sont débordantes, nos yeux s'emballent, on a envie de tout acheter. Surtout si on a l'argent nécessaire. Mais beaucoup ne se laissent pas décourager par une demande de prêt. On fait souvent des achats inconsidérés et coûteux. Le plus souvent, c'est sous le coup de l'émotion. Alors, que faire? Français, quelle est la loi du temps gagné dont j'ai parlé? Dès que l'idée d'acheter quelque chose de cher surgit, vous devez vous poser 2 questions simples. La première question, combien coûte ce produit ou service en unité conventionnelle de temps de travail et êtes-vous prêt à sacrifier ce temps, votre temps personnel, pour obtenir ce que vous voulez? C'est-à-dire, mesurer le prix du produit non pas en unité monétaire conventionnelle, dollars, euros, yens ou won, mais en unité de temps, heures, jours, semaines, mois, années. Et la deuxième question importante, comment puis-je gagner un peu de temps? L'astuce principale est d'apprendre à faire une pause. La meilleure décision que vous puissiez prendre est de gagner du temps. Si nous parlons d'un achat coûteux, alors la pause devrait être d'au moins à 2 jours, et mieux de 2 à 3 jours. Dites-vous littéralement ce qui suit, ok, j'ai aimé, je veux l'acheter pour moi, et je le ferai dans environ 3 jours. D'ailleurs, cette technique fonctionne très bien sur les enfants. Lorsque vos enfants quémandent constamment quelque chose dans le magasin, papa, achète-moi un nouveau jouet, une voiture, achète-moi une poupée. Après tout, un enfant a déjà une multitude de poupées à la maison. Je réponds toujours à ma fille, d'accord, souviens-toi de cette poupée, du magasin où elle est vendue, elle ne disparaîtra pas. Et si ton désir persiste, nous viendrons l'acheter dans quelques jours. Et au bout de quelques jours, comme le montre la pratique, ma fille oublie déjà cette poupée. Je viens de vous le dire en prenant l'exemple d'un enfant, mais les adultes ne sont pas très différents des enfants. Cela nous affecte à peu près de la même manière, je veux, je veux, je veux. C'est comme si l'enfant intérieur s'éveillait en nous, auquel il devient difficile de résister. Il nous presse tellement que nous sommes prêts à tout. Il est alors nécessaire de faire une pause, de gagner du temps jusqu'à ce que les émotions vives s'estompent. Si après 3 jours, vous avez encore envie de l'acheter, alors achetez-le, c'est que vous avez probablement vraiment besoin de ce produit ou service. Il vaut mieux tout faire sobrement, une fois les premières émotions passées. Tout commence généralement ainsi, une pensée apparaît, puis nous commençons à le mâcher, de manière obsessionnelle, en y réfléchissant constamment, déplaçant ainsi notre attention sur un seul point. L'idée obsessionnelle d'un achat à venir nous hante. Et notre psychisme est tel que nous voulons terminer rapidement ce que nous avons prévu, clore ce sujet, pour tourner la page et penser à autre chose. Clôturer formellement le sujet, mais l'achat ne nous apportera pas de joie. De plus, dès les premières étapes de la sélection, un arrière-plan émotionnel lumineux se crée. Je ne suis pas un mendiant, pourquoi ne puis-je pas me permettre d'acheter cela? Les émotions obscurcissent l'esprit et nous perdons la capacité de penser rationnellement. D'où la deuxième loi importante de l'économie, se débarrasser des préjugés liés à l'ego. Prenons un exemple concret. Quand les enfants grandissent, ils ont beaucoup de choses pratiquement nouvelles, des vêtements, des jouets, que l'on a envie de partager avec des amis ou des proches, de les offrir à ceux qui ont de jeunes enfants et qui en ont le plus besoin. Et qu'en est le premier-né, le premier enfant, l'idée de lui donner le meilleur, le plus récent et le plus cher possible. Un stéréotype étrange, on ne peut pas économiser sur les enfants. J'ai suggéré un jour à une de mes amies, laisse-moi t'offrir un vélo pratiquement neuf, que ma fille a déjà dépassé, pour que ton enfant puisse aussi l'utiliser. On m'a répondu, tu crois que je n'achèterai pas un nouveau vélo à mon enfant? Malgré le fait que cette famille soit assez pauvre, du moins pas millionnaire à coup sûr, ils vivent dans un appartement loué, constamment sur tout. Mais l'ego intérieur dit, on ne peut pas économiser sur les enfants, ou j'achèterai tout neuf pour mon enfant, au magasin. Je n'ai pas besoin de choses d'occasion, même si elles sont de haute qualité et ont l'air neuves. Ne nous proposez même pas de poussettes, de berceaux, de vélos, de vêtements ou quoi que ce soit d'autre d'occasion. Un complexe de l'homme riche infondé commence à dominer ses jeunes parents. Si je lui donnais autre chose, il accepterait volontiers mon cadeau, mais un vélo pour enfants, pas question.
une personne, en raison de croyances farfelues, refuse volontairement de réduire considérablement ses dépenses, choisissant quelque chose qui n'est manifestement pas rentable. Son ego gonflé, une distorsion cognitive de la psyché, ne lui permet pas d'économiser de l'argent, ce qui signifie qu'il devient pauvre. J'ai moi-même fait des erreurs similaires une fois. Il semblait que pour le premier enfant j'achèterais tout ce qui est nouveau et le meilleur, même au détriment de la qualité de vie des adultes, de nous, des parents. Mais avec la naissance des enfants suivants, la sagesse de la vie est acquise. La deuxième règle du bien-être financier est donc de mettre de côté les préjugés, les idées reçues liées à un ego démesuré. Vous ne deviendrez jamais vraiment riche et prospère si vos poches sont pleines de trous et que l'argent s'en échappe constamment, comme du sable à travers un tamis. Si vous partez en vacances, alors seulement vers un hôtel d'élite. Si vous achetez des choses, alors seulement des produits de marque. La troisième loi est la loi de la coopération ou de l'interaction économique. Ce que les économistes professionnels et tous les hommes d'affaires prospères comprennent bien. Ensemble, vous obtenez un résultat bien meilleur que séparément. Si une seule personne agit, alors elle obtiendra un résultat, mais en combinant ses efforts avec d'autres personnes, alors en raison des économies d'énergie et de temps lors du passage d'un type d'activité à un autre, un effet supplémentaire est obtenu, et l'efficacité globale de ce travail est considérablement augmentée. Ensemble, vous pouvez répartir les ressources de manière plus rationnelle. Comment cela fonctionne-t-il par rapport aux finances ? Plus vous interagissez avec les autres, communiquez, plus vous apprenez de nouvelles informations, plus votre investissement sera efficace et réfléchi. Bien sûr, il est impossible de tout savoir, mais plus vous communiquez, plus vous interagissez avec les autres, plus grandes sont les chances de réussite globale. Cela s'applique également aux revenus actifs et au travail actif. C'est une erreur de se considérer comme le plus intelligent, le plus autonome et de refuser le bénéfice de l'interaction avec les autres, celui de la coopération. Le principe de diversification des risques repose également sur ce principe, par exemple lorsqu'on investit dans des fonds indiciels. Les fonds sont le fruit de l'interaction de nombreuses personnes. Si vous agissiez seul, vous n'auriez à acheter des actions que d'une seule entreprise, ce qui est très risqué, mais comme vous êtes nombreux, vous pouvez répartir vos investissements de manière équitable. Par exemple, investissez dans 500 entreprises différentes, chaque investisseur recevant une petite part de chacune de ces entreprises. Les risques sont alors considérablement réduits grâce à la diversification. La quatrième loi de l'argent est la loi de la valeur cachée. Qu'est-ce que cela signifie ? Chaque produit ou service a un coût évident, un avantage évident pour vous et un coût caché. Il est donc important de réfléchir à ce coût caché avant d'acheter. Prenons un exemple, vous avez acheté une nouvelle voiture pour votre usage personnel. Évaluez immédiatement les avantages potentiels d'une telle action. Il semble qu'en dépensant une seule fois, vous achetez un nouveau produit qui ne vous coûtera pas plus cher. Mais en réalité, dès que la nouvelle voiture quitte le concessionnaire, elle perd immédiatement 20 à 30% de son coût initial. Et chaque année, ce produit deviendra moins cher, simplement parce qu'il vieillira, que sa date de production et son kilométrage augmenteront. Frais de réparation et d'entretien, on oublie de tout cela et c'est ce qu'on appelle le coût caché. Réfléchissez aux avantages que vous tirez de cet achat. Avez-vous besoin d'une nouvelle voiture chère ou une voiture moins chère suffira-t-elle ? Autre chose, si vous achetez une voiture comme moyen de production, par exemple pour un taxi, vous gagnerez bien plus que ce que vous avez investi. Pour comprendre le coût caché, je vais donner un autre exemple, l'achat d'une maison ou d'un appartement. Si vous l'achetez pour vous-même, pour l'utiliser, il est passif. Cependant, contrairement à une voiture, ce produit ne fait généralement qu'augmenter de prix au fil des ans, c'est-à-dire que sa valeur cachée dépend moins de la dépréciation. Les briques et le ciment ne se détériorent pas avec les années, ils le deviennent seulement. Prendre en compte le coût caché permet de calculer pourquoi vous aurez besoin de tel ou tel produit ou service. Quel bénéfice potentiel vous en tirerez et si cela en vaut la peine ? Cela s'applique non seulement aux biens coûteux, mais à tous les biens et services sans exception. Même lors des courses au supermarché, il faut évaluer ce bénéfice caché. Qu'est-il plus rentable pour vous d'acheter actuellement des biscuits, des bonbons, qui sont très probablement nocifs pour votre corps, ou des fruits et légumes frais ? Que boire, un soda sucré ou de l'eau pure ? Si vous souhaitez réussir, être en bonne santé et prospère financièrement, vous devez constamment penser au coût caché.
Est-il plus rentable d'acheter des produits semi-finis, des chips ou quelque chose de sain, véritablement nutritif et de valeur, qui vous permettra de nourrir toute la famille et d'économiser des ressources? Que m'apportera tel ou tel achat? Comment ce produit me servira-t-il à l'avenir? Quelle valeur cachée y est intégrée dès le départ? La 5e loi est celle de la constitution de réserves pour la stabilité financière. Vous avez probablement déjà entendu parler des réserves d'or et de devises en rapport avec les pays. Mais vous, en tant qu'individu, en tant que ménage, êtes aussi, à votre manière, une entreprise, une unité économique qui fonctionne selon les mêmes lois générales de l'économie. Il faut aussi des réserves, un coussin de sécurité. À quoi ça sert? Pour atténuer les inévitables périodes de turbulence économique, de baisse, de crise. Tout cela sera inévitable. Il n'y a pas de croissance constante et continue des revenus, de votre carrière ou de votre réussite. Il y aura inévitablement des périodes de récession, où la présence de réserves viendra à la rescousse. Pour atténuer une sorte de basculement et assurer la stabilité économique, il faut un coussin de sécurité, des réserves. Elles permettront également d'acheter des actifs à moindre coût pendant la période de bas prix. Autrement dit, les réserves permettent de saisir des opportunités d'investissement rentables. La 6e loi est la perspective d'investissement. Pour réussir financièrement et devenir riche, il faut apprendre à être patient, à savoir attendre. Il n'arrive pas qu'on décide d'investir aujourd'hui et qu'on devienne fabuleusement riche demain. C'est un processus long et fastidieux qui prend des années, voire des décennies. Investir est toujours un jeu avec une longue période d'accumulation, et il faut du temps pour ressentir les effets des intérêts composés. Pourquoi la plupart des gens renoncent-ils à accumuler leur capital? Simplement par impatience et par anticipation. Et malheureusement, cela n'arrive pas. La magie des intérêts composés commence à opérer sur des périodes de 10, 15, 20 ans. Elle devient perceptible. Les premières années, le capital croît très lentement et les investissements semblent inutiles. N'oubliez pas que seuls les plus patients et les plus persévérants gagnent. J'ai déjà donné à plusieurs reprises l'exemple d'un bon et d'un mauvais chasseur dans mes anciennes vidéos. Un bon chasseur attend toujours patiemment sa proie, et la principale différence ne réside pas dans sa capacité à chasser d'une manière particulière, mais dans sa patience. La patience et le travail sont les clés du succès, y compris en finance. Beaucoup l'oublient et sont déçus par le processus d'accumulation du capital. Investir prend toujours des années, voire des décennies. La bourse, c'est une histoire de 10 ans ou plus. Mieux vaut ne pas le faire du tout pendant 1 ou 2 ans, privilégier les dépôts réguliers ou les obligations à court terme. Les actions ont un horizon de 10 ans, pas moins. Le marché des métaux précieux est le même, 10 ans et plus. Le marché immobilier est le même. Le délai de récupération de l'immobilier résidentiel est généralement rarement inférieur à 15 à 20 ans. C'est un long processus, mais sans cela, il est impossible d'atteindre un succès durable. Même si quelqu'un parvient à s'enrichir rapidement, il s'agit probablement d'une heureuse coïncidence, d'un accident qui ne se reproduira pas. La 7e loi est celle de l'adaptabilité économique. Changer ou mourir. Tout comme dans la nature, le plus fort survit est celui qui s'adapte le mieux aux conditions changeantes de l'environnement. De même, en affaires et en finance, seul celui qui est flexible, qui s'adapte aux conditions changeantes, gagne. Celui qui est rigide, têtu, celui qui ne fait que suivre une seule voie et ne tourne nulle part, perd le plus souvent la compétition. Il ne faut pas confondre convictions éthiques, morales, avec affaires et finances. En société, l'adaptabilité peut être condamnée, mais seulement comme modèle éthique. En finance, comme dans la nature, au contraire, plus on est changeant, plus on s'adapte, plus on survit et gagne. Aller de l'avant, c'est s'exposer au risque de se fragiliser et de se heurter à une pierre plus dure. Pour réussir financièrement, il faut apprendre à s'adapter. La 8e loi est celle de la valeur du temps. Le temps est la seule ressource non renouvelable de notre vie. Comment calculer la valeur de mon temps de travail personnel? Nous prenons notre salaire mensuel et le divisons par le nombre d'heures travaillées ce mois-ci. Et nous obtenons combien vaut mon heure de travail. Il vaut la peine de mesurer cet indicateur avec les coûts de main-d'œuvre. Parfois, il semble qu'il soit préférable de faire certains travaux soi-même. Mais au final, vous passez 10 fois plus de temps que le même travail ne serait fait par un professionnel.
Devons-nous faire certains travaux nous-mêmes, ou est-il plus rentable d'engager un professionnel? Nous ne valorisons pas notre temps personnel, surtout s'il nous apporte du plaisir, mais lorsqu'il s'agit d'un travail qui ne nous apporte pas de plaisir, il est préférable et plus efficace de le déléguer, de se tourner vers un professionnel, que d'essayer de se débrouiller seul. J'ai déjà évoqué le temps de travail comme monnaie d'échange des prix des biens et services. C'est aussi une astuce très efficace, apprendre à valoriser son temps et à le comparer aux avantages de l'achat. Les accros au shopping ne se rendent généralement pas compte de la valeur de cette ressource qu'ils échangent, de la façon dont ils gaspillent leur temps. Vous savez bien sûr que contracter des emprunts pour la consommation est mauvais. Mais même en faisant abstraction des mathématiques et de la non-rentabilité des emprunts, une question m'a toujours préoccupé, les personnes qui contractent constamment des emprunts ne regrettent-elles pas leur temps? Ils doivent faire la queue à la banque chaque mois pour effectuer la prochaine mensualité. Ce n'est pas dommage de perdre du temps à la banque, à rassembler les documents nécessaires à l'approbation d'un prêt. C'est une chose de faire la queue pour reconstituer son dépôt, au moins cela le rend heureux. La rentabilité future du dépôt le rend heureux, car il s'enrichit un peu. Mais c'en est une autre de perdre du temps à rembourser ses emprunts, c'est tellement déprimant. Valorisez votre temps, mes amis. J'espère que c'était intéressant et utile. Même si vous avez déjà entendu parler de ces 8 règles, il serait judicieux d'en discuter pour vous motiver. Merci de votre attention. À bientôt.